Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour mon talk que j'ai nommé IA 404. On va commencer. On va parler d'IA explicable. Je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Moi, c'est Cécile. Je suis data scientist chez OnePoint depuis 4 ans. Data scientist, c'est aussi ingénieur en IA. Et j'aime bien faire un petit sondage en début de talk. Qui est data scientist dans la salle? S'il y en a. Qui travaille dans la data? Bon, du coup, ok. Et pour info, cette conf, elle est en intermédiaire. Donc, c'est-à-dire que, de base, si vous êtes dans la tech, vous allez comprendre 95%. Si vous êtes dans la data, vous allez comprendre 100%. Si vous n'êtes pas dans la tech, peut-être 80%. Mais je fais ce petit sondage pour m'adapter un peu à la salle et pour savoir comment je vais expliquer les concepts. Donc pour ceux qui ne connaissent pas notre métier, être data scientist, c'est faire beaucoup de veille techno, beaucoup de ça. En fait, nous, notre job, c'est vraiment de faire des recherches scientifiques sur des papiers. Et ce qu'on pourrait penser, c'est que depuis quelques années, on a eu une vague qui nous est arrivée dans la tête avec l'IA générative. Et il y a beaucoup de mes collègues qui se sont dit « Ouah, mais ça veut dire que tu dois tout le temps faire la veille, tout le temps ». Ouais, en fait, de base, c'est ce qu'on faisait. C'est ce qu'on faisait, mais en moins pire. Et c'est vrai qu'on avait eu des ateliers clients où des fois, on nous demandait notre avis sur un réseau qui était sorti la veille à 22h. Ouais, donc il fallait être accroché, quoi. Mais cette veille, comme je vous disais, on l'a fait depuis toujours. En fait, depuis toujours, dès qu'il y a une problématique client, il n'y a pas un algorithme qui résout tous les problèmes. On faisait des recherches de papiers scientifiques tout le temps. Et donc, on a toujours vu cette évolution de l'IA, et on a toujours vu que l'IA, elle évoluait vite. Et moi, je me rappelle à l'école, en école d'ingé, ça ressemblait à ça sans le robot sur la table, que en gros, nos professeurs ils nous disaient l'IA, ça avance vite, on comprend pas tout encore, mais c'est pas très grave, puisque de toute façon, en entreprise, on utilise des trucs un peu bateaux, donc ça va le faire. Et ce que je me rappelais, c'est qu'il y avait des choses qu'on pouvait pas du tout faire, et un mois après, on pouvait les faire. Et on nous apprenait, maintenant, en fait, on peut le faire. Voilà. Donc ça, c'était un peu ce qu'on vivait en cours. Et je me suis dit, en fait, mais maintenant que je suis en entreprise, je vois que l'IA elle continue d'évoluer aussi vite. Et que les algos pas ouf qu'on utilise, on les utilise partout. Et les algos très compliqués, on les utilise aussi partout maintenant. Les LLM, par exemple. Et du coup, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'on comprend encore tout ce qu'on fait ? Du coup, je me suis un peu imaginé le futur pour cette conférence, où on est en 2034, moi je veux m'acheter une maison, et les taux, ils ont enfin baissé. Oui, désolé pour ceux qui veulent. Et je me dis, il est 4h du mat, c'est une IA qui va me répondre. Si je demande à ma banque d'avoir un prêt, ça sera peut-être même plus un humain qui va me répondre, parce que comme ça, en 2 clics... Donc j'interroge ma banque, je me dis, voilà, de toute façon ils ont toutes mes données, hein, bienvenue en 2034. Et du coup je leur dis, est-ce que je peux avoir un prêt à la banque, s'il te plaît? Et du coup la banque va faire, ok, je vais demander à notre IA, on va voir ce qu'elle va dire. Et elle a dit non, ok, pas de panique. Je me dis, bon, pour moi j'avais tout, quoi. J'ai un très bon salaire à OnePoint, donc tout va bien. Et là, je vois le petit résultat de l'IA avec un petit encart en savoir plus. Moi, je me dis, parfait, elle va m'expliquer qu'est-ce qu'il faut que je change. Ça se trouve, j'ai juste pas coché un truc, quoi. En fait, je pense que j'atterrirai sur ça. Et je me suis demandé, en fait, sur une page non trouvée, en fait, j'aurais peut-être jamais d'explication. Et je me suis dit, est-ce que c'est ça, ce qui nous attend? Est-ce que c'est ça, le futur de l'IA, qu'on comprenne rien à ce qui se passe, qu'on comprenne même pas pourquoi une IA, elle a pris cette décision? Et c'est pour ça que j'ai fait cette conf. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'IA? Alors, si vous êtes dans le métier, ça va peut-être être barbant, cette définition, mais c'est juste pour reposer les bases. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de définitions, toutes les plus abracadabrantes les unes que les autres. Donc, du coup, l'IA, et je vous laisse lire, ça me permet de boire. C'est l'ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. En gros, c'est des algos qui simulent l'intelligence humaine. Ça peut être des trucs super basiques, ça peut être des stats. Exemple, parce que moi je comprends souvent qu'avec des exemples, et on va repartir sur le prêt. Alors moi j'ai une formation d'ingé maths info, donc moi j'aime bien les maths, et je vais vous montrer comment l'IA marche avec un exemple de machine learning, donc la machine apprend. Vous allez voir, ça va être simple.
Donc, on va prendre l'exemple de Jean. Jean, c'est un mec simple. Il a une cravate en or, parce qu'il est banquier. Okay. Et Jean, en fait, lui, ça fait depuis 20 ans, il attribue les prêts de la même manière. Déjà, c'est que en fonction, le prêt, c'est toujours le même prêt. C'est toujours le même montant, on va simplifier. Hein, okay. Et il prend juste le revenu du foyer, et il va calculer un score de prêt, et avec ce score, il va dire si oui ou non, vous allez avoir votre prêt ou pas. Et pour simplifier encore plus, on va dire que Jean, il suit l'attribution des prêts de Jean, ça suit une droite. Voilà. Donc en fait, si on peut modéliser ça en maths, on a ce problème en fait. En fait, comment Jean calcule un score de prêt? C'est en fonction du revenu, il obtient le score du prêt, si c'est de façon linéaire. Bon, en fait, du coup, là, pour tout revenu, on donne un score, il nous manque, on a deux inconnus, c'est A et B. En fait, l'IA, il y a un truc essentiel pour que l'IA marche, c'est la data. Et en fait, du coup, pour savoir comment Jean y donnait ses prêts avant, en fait, on lui demande comment tu donnes tes prêts avant pour pouvoir un peu modéliser l'attribution des prêts de Jean. Il dit, moi, un prêt de 20 000 euros de revenus, il a un score de 30, et un prêt de 40 000 euros de revenus, il a un score de 70. Ok, deux inconnus, deux équations. Nous, en tant qu'humains, comment on va faire? On va tracer une droite, avec juste les 2 points qu'il nous a donnés. Oh, mais en fait, 2 points, ça fait une droite. Et en fait, on retrouve les deux inconnus pour en fait modéliser, pour tout revenu, le score. Et après, peut-être qu'on dira, avec un score de prêt au-dessus de 40, on donne le prêt, en dessous de 40, on donne pas le prêt, dépendant de la banque, en fait. Et en fait, ça, c'est comment un humain, il va trouver... il va apprendre à trouver le comportement d'attribution des prêts. Donc là, on a simulé l'intelligence de Jean par une équation. Sorry, Jean, c'était simple. Comment l'IA est fait? Parce que là, c'est humainement, on a tracé 2 points, on a trouvé cette équation d'attribution des prêts. Bon, l'IA, on va partir du même principe, on n'est pas méchant, on ne va pas lui donner un truc plus dur. Ça, en IA, c'est ça. Ça, c'est un neurone. Et en fait, ce qu'elle prend en entrée, c'est qu'elle prend un revenu de poids A, et une constante 1 de poids B. Ça nous arrange bien parce qu'en fait, si on fait la somme pondérée des entrées, c'est A fois revenu plus B, c'est aussi un peu égal à notre score de prêt. Et en fait, comme elle modélise ça comme ça, c'est vraiment l'égalité entre ces deux équations qui montre comment l'IA est fait. Et là, qu'est-ce qu'elle a besoin pour savoir comment trouver A et B? Pareil, elle a besoin de data. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire l'IA? Elle ne va pas tracer 2 points et faire une droite. Là, elle ne va pas faire comme nous. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va jouer au juste prix, un petit peu, entre A et B, pour minimiser l'erreur qu'elle aura trouvée. C'est-à-dire, elle va faire une première passe sur A, elle va faire A égale 1, B égale 1, avec un revenu de 20. Voilà. Elle va trouver un score qui est trop éloigné. Du coup, au fur et à mesure des itérations d'apprentissage, elle va essayer de baisser l'erreur, juste à temps de trouver peut-être ça, parce qu'elle sera jamais, des fois, elle va jamais trouver un nombre fixe, c'est une machine, et elle veut aussi se donner des marges d'erreur. Et donc ça, c'est la différence entre comment un humain pourrait trouver ces paramètres-là et comment une IA va faire, en fait. Donc maintenant que je vous ai parlé d'un exemple d'IA, je vais vous parler de l'IA explicable. C'est ce pourquoi vous êtes venus aujourd'hui. L'IA explicable, c'est déjà l'acronyme, c'est XAI. C'est l'ensemble des processus et des méthodes qui permettent aux utilisateurs humains de comprendre et de faire confiance aux résultats créés par les algorithmes de ML. Bon, déjà, première info, je déteste Elon Musk parce qu'il a appelé sa branche d'IA pour Twitter, donc pour XAI. Bon, il ne l'a pas fait par hasard, hein, parce que clairement, c'était l'explicabilité de l'IA, c'était quelque chose qui était vraiment en tendance, donc du coup, voilà. Et en fait, l'explainable AI, l'IA explicable, c'est des process, des méthodes, des algos qui permettent d'expliquer les résultats d'une IA, d'un algo d'IA. Comment ça marche, du coup? En fait, avec notre prêt immobilier, par exemple, en fait, pardon, quand on traduit explainable AI en français, ça fait 2 branches. Ça fait l'interprétabilité, qu'est-ce que le modèle a fait, et l'explicabilité, pourquoi il a pris cette décision. Comment vous montrer ça? Qu'est-ce que le modèle a fait? C'est un peu pour les tech avertis, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le modèle? Comment sont reliés les neurones entre eux? C'est quoi les poids?
toutes ces choses-là, en fait, c'est l'interprétabilité. Comment c'est construit au milieu? Pourquoi on fait une somme pondérée? Et par contre, l'explicabilité, c'est plus pour les monsieur tout le monde, pour savoir pourquoi j'ai pas mon prêt. Pourquoi j'ai la décision, t'as pas ton prêt? Ah, peut-être parce que j'avais un score inférieur à 40, c'est pour ça que j'ai pas eu mon prêt. C'est toute cette petite partie en fait de comment on est passé du résultat à la décision. Et en fait, le but de l'XAI, c'est d'enlever cette boîte noire autour des modèles d'IA et vraiment d'arrêter de plus rien comprendre du tout. Et encore, j'ai été gentil parce que dans la boîte noire, j'ai pas inclus les données en entrée, alors que le plus souvent, on sait même pas ce qui est donné en entrée des algos d'IA. Un exemple, parce qu'avec des chats, c'est plus sympa qu'avec des crédits immobiliers. En gros, là, on a donné une image de chat et l'algo d'IA devait dire c'est un chat. Voilà, donc il devait prédire la classe chat. Et en fait, ce qu'on a fait à droite, c'est qu'on a demandé à un algo d'XAI de la visualisation. L'XAI, c'est beaucoup de la visualisation parce que ça permet aux humains de comprendre. Donc nous, on marche bien avec ça. Et si je vous demande là tout de suite de me dessiner un chat en 5 secondes, vous allez un peu faire comme ce qu'il a fait. En gros, vous allez faire des oreilles pointues et un contour et peut-être des moustaches. En fait, là, en rouge, c'est les pixels qui ont été les plus importants pour la décision chat. Et en fait, vous voyez, ça fait un peu une forme un peu pointue de les zones importantes avec le museau, l'œil. Et c'est ça, en fait, c'est ces pixels qui vont permettre de prendre la décision chat. Ça nous donne un peu plus d'infos sur pourquoi il a pris cette décision. Et à l'inverse, on a ça. Alors ça, c'est sympa. Ça, c'est en gros, il a dit que c'était la classe cheval, mais quand on regarde l'explication, en fait, lui, il s'est basé sur le copyright, parce que la personne qui prenait des photos, c'était une personne qui prenait dans toutes les compétitions. Donc, en fait, le mec, il aurait pris en photo une barrière, il aurait dit cheval, ça veut dire, parce qu'il se serait focalisé sur le copyright. Donc, en fait, ça peut nous permettre aussi un peu plus de choses, d'aller plus loin dans l'explicabilité. Bon, à quoi ça sert en vrai, à part montrer que les chevaux, c'est pas des chevaux. En vrai, il y a plusieurs enjeux du XAI. Il y a des enjeux éthiques, parce que après tout, qu'est-ce qui peut mal se passer? Déjà, quand il n'y a pas d'IA, quand on ne sait pas ce qu'on fait avec nos algos. Bon, 3 fois rien, je vous laisse lire. En fait, quand on a une maîtrise de ce qu'on fait, on a une transparence des algorithmes. Il faut savoir que dans ce que j'appelle l'IA Act, parce que je francise un peu, c'est dans l'AI Act, donc la directive européenne de la loi sur l'IA, elle est nécessaire quand on traite des données personnelles. Et donc c'est une obligation légale d'avoir une transparence de ces algos. On reviendra ensuite dans la suite vraiment en détail. Donc déjà être transparent. Ensuite, qu'on s'assure de l'égalité de traitement de tous les acteurs, que j'ai pas eu mon crédit parce qu'en fait j'étais une femme, ça serait pas ouf. Et ensuite, de faire respecter 2 principes de la CNIL qui sont le principe de vigilance. Vous savez, le petit message qui vous dit attention, cet algo peut déconner, peut faire des hallucinations, ce principe-là. C'est-à-dire qu'il peut halluciner. Et le principe de loyauté, que l'intérêt de l'utilisateur prime et qu'on est traité de manière égalitaire. Bon, personne ferait de l'éthique s'il n'y avait pas de stratégie. Clairement, l'argent est en jeu. Alors, un petit exemple, c'est dans un hôpital en France. Ils ont mis en place l'IA Watson d'IBM. Donc, en fait, cette IA en 2011, son but, c'était de détecter les tumeurs. Quand ils l'ont mis aux mains des médecins, l'IA disait un truc. Il a une tumeur, il n'a pas de tumeur, en fonction de photos, de radiographie, de photos du patient. Et en fait, du coup, les médecins disaient « Ouais, mais non, moi je veux pas ça. Je veux pas ça chez moi. » Et c'était une IA surpuissante, les gens disaient « Pourquoi ?» Ouais, c'est simple, c'est un peu l'équivalent de « Vous êtes médecin depuis 20 ans, il y a un interne qui arrive qui dit « Il a une tumeur. » Tu lui dis « Pourquoi ?» Il fait « Fais-moi confiance. » Du coup, évidemment que personne ne va lui faire confiance, quoi. Et du coup, c'est comme ça qu'en fait, ils ont totalement rejeté l'algo, et même s'il marchait bien, peut-être, du coup, ils voulaient pas. Ils voulaient pas que ça soit mis dans l'hôpital. Donc, ils ont arrêté le programme dans cet hôpital. Donc, évidemment que mettre de l'IA explicable, s'il aurait dit, il y a cette tumeur, regarde, elle est là. Ah oui, ça aurait peut-être que le médecin aurait pu vérifier et faire, d'accord. Donc, ça peut renforcer la confiance des utilisateurs pour une meilleure adoption. Ça, c'est sûr. Et aussi, pour info, cette IA, 3 ans après, elle est allée au Japon et elle a gagné un concours sur la rapidité pour trouver des tumeurs. Donc, c'est-à-dire les leucémies, elle est détectée en 10 minutes contre 2 semaines. Donc, c'est-à-dire toutes les formes simples de leucémie, elle est détectée très rapidement. Donc, en fait, cette IA, elle était insane. Mais en fait,
comme elle ne pouvait pas expliquer, elle n'avait pas cet avantage sur ses concurrents. Il faut savoir que quand ChatGPT est arrivé, il y a eu son concurrent de Google qui est arrivé, qui a dit « Ouais, c'est sympa ChatGPT, mais maintenant, moi, je peux expliquer mes résultats parce que je cite mes sources. » Oui, c'était de la bullshit. Il ne citait pas ses sources. Mais c'était un argument commercial fou de pouvoir dire « Non, mais moi, on peut citer mes sources. » Et en fait, c'est vraiment un avantage au-delà du marketing. En fait, c'est un avantage qui prouve que ça marche, en fait, votre IA. Qu'il ne dit pas n'importe quoi au hasard. Et aussi, comprendre l'architecture, c'est permettre de faire baisser les coûts. Je pense à Mistral AI, qui, eux, ils ont une maîtrise tellement fine de leur architecture qu'ils peuvent comprimer leur modèle. Et donc, du coup, tout d'un coup, leurs coûts sont moins chers pour entraîner, pour l'inférence. Donc, en fait, c'est le roi du pétrole, parce qu'ils peuvent faire des résultats très proches des gros modèles, mais comme ils ont bien optimisé, ils sont meilleurs et moins chers. Donc, quand on comprend un peu ce qu'il y a dedans, ça a des enjeux monétaires pas négligeables. Et des enjeux techniques, je l'ai montré avec ce petit cheval. Pour le debug, c'est pas mal. Aussi, ça permet de maîtriser les données en entrée. Donc, pareil, dans un hôpital, ils avaient testé une IA aux États-Unis cette fois, parce que là, on commence à être un peu plus dans des données très, très, très sensibles. Il y avait, en fait, là, ils regardaient sur les données qui pouvaient avoir une certaine maladie. Et ils se sont rendus compte que leur algo d'IA, ils prenaient en entrée comme donnée le numéro d'identification du patient. Genre 1, 2, 3, voilà. Un truc totalement arbitraire. Et ça a été pris en compte dans la prédiction de maladie. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Et en fait, ils se sont rendus compte en revérifiant quelles données étaient utilisées en entrée. Parce que le plus souvent, les gens, ils essayent un peu de tuer une mouche avec un bazooka quand ils utilisent IA, ils foutent tout dedans, puis ils font, bon, voilà, c'est bien. Mais non, en fait, il y a des trucs, il ne faut pas les mettre, parce que lui, il va essayer de prendre tout pour argent comptant et de voir des motifs là où il n'y en a pas. Et aussi, du coup, ça permet de faire baisser la complexité du modèle. Et si c'est moins complexe, c'est plus facile à maintenir. Donc du coup, vos devs, ils sont contents. Bon, du coup, je vous ai montré, c'est super cool, l'IA explicable. Ça permet de faire plein de trucs, on gagne plein d'argent, on est riche. Comment on met en place l'IA explicable en vrai? Bon, il faut savoir que l'IA explicable, il y a des algos et il y a différents types de méthodes. Ça se sépare en fait en deux grandes familles. Tout d'abord, il y a le périmètre. Soit cette méthode elle permet d'expliquer pour tous les individus pourquoi il a fait cette prédiction, donc c'est une explication globale, soit c'est une explication locale, elle permet d'expliquer que pour un individu, lui, on lui a prédit ça parce qu'il avait ça, et lui, parce qu'il avait ça, mais c'est pas pareil. Et il y a une certaine dépendance au modèle en entrée, c'est-à-dire que soit il est agnostique, donc pour tout modèle, on peut utiliser cette méthode, soit il est spécifique, pour les LLM, on peut utiliser cette méthode. Moi, je vais vous présenter deux méthodes qui sont ultra connues en IA explicable. C'est un peu la base de votre boîte à outils, là, que je vous montre maintenant. La première, c'est LIME. LIME, c'est pour Local Interpretable Model Agnostic Explanation. Ce qui est sympa, c'est que dans le nom, on sait déjà en fait que c'est local. Donc, c'est pour un individu, je vais avoir des explications. Et modèle agnostique, du coup, qu'importe le modèle en entrée, ça va me donner explication. C'est en 2016. C'est un peu vieux, mais en fait, les méthodes... Enfin, c'est un peu vieux en IA, désolé. Mais en fait, les méthodes d'explicabilité, les plus connues, c'était 2016 et 2017. Donc, en fait, c'est quand même encore la base en IA explicable. Du coup, comment ça marche? Avec un petit exemple, je reste un peu dans le médical. Donc, on a un modèle, boîte noire. On ne sait pas ce qu'il fait, ce modèle. Et là, on lui donne plein de données. Donc les données en entrée, c'est on lui dit que notre patient il a le nez qui coule, on lui donne son poids, son âge, on lui dit qu'il a mal à la tête, on lui dit qu'il n'est pas fatigué. Et ce qui nous sort en sortie, c'est il a la grippe. Voilà, flou. Sans IA explicable, on donnerait ça au médecin, on dirait tu m'as donné ça en entrée, il a la grippe, débrouille-toi. Avec l'IA explicable, qu'est-ce que ça fait? Ça va rajouter le bloc explanation que vous voyez ici. En gros, on lui dit, bon, ce qui a pesé pour dans la prédiction, c'est le fait qu'il avait le nez qui coule et mal à la tête. Par contre, ce qui a pesé contre, c'est le fait qu'il n'était pas fatigué. Parce que quand on a la grippe, on est fatigué. Moi, je ne sais pas c'est quoi la décision, mais je te donne juste ça. Pour info, il a pris cette décision pour ça. C'est tout. Donc, et ça, il le donne, en fait, le médecin, il a cette explication en plus. C'est vachement mieux quand même. Genre, on comprend qu'est-ce qui s'est passé un petit peu. Donc du coup, LIME, ça ne requiert pas d'infos sur le modèle de base. Ça peut être une totale boîte noire, il s'en fiche. Ça marche avec des données tabulaires, images et textes.
Par contre, il y a de l'instabilité, c'est quand même une vieille méthode, mais dans le sens où les données proches peuvent avoir des résultats différents. Je vais vous montrer comment ça marche, c'est pas de la magie. Alors, en fait, Lime, il fait un peu un truc pas bête. Imaginez notre modèle global, c'est ce truc-là, ce truc bizarre-là, c'est ce genre de fourchette bizarre. En gros, imaginez qu'en rouge, c'est les gens qui ont la grippe, en bleu, c'est les gens qui n'ont pas la grippe. Et si on veut le modéliser au global, donc, là, on est sur 2 dimensions, mais imaginez multidimensionnel. Comment on sépare les gens qui ont la grippe de pas la grippe? Bah là, on va expliquer ce modèle. Ouais, en fait, si tu es un petit peu en dessous, c'est trop chelou. Donc du coup, ce que Lime fait, c'est local. Il zoome. En fait, là, on peut séparer les deux groupes facilement, avec une droite. En fait, il utilise une façon simple de séparer les données, donc soit des régressions linéaires, donc une droite, soit des arbres de décision. Arbre de décision, c'est poids supérieur à ça, oui, non, âge supérieur à ça, oui, non, et on descend dans un arbre qui prend des décisions. Et donc du coup, comment il marche, du coup, si on ne sait pas ce que c'est le modèle? Bah, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se focalise sur un individu, il génère des nouvelles données dans un voisinage proche. Donc en fait, il va demander au modèle boîte noire, pour cet individu-là, tu aurais dit quoi? Ok, pour celui-là, tu aurais dit quoi? Pour celui-là. Et il regarde tout autour, tous les individus très proches, qu'est-ce qu'il aurait dit? Et il fait, ah, mais j'ai compris en fait comment tu fais. Donc du coup, lui, il va entraîner un petit modèle white box, donc très simple, pour obtenir les mêmes résultats que lui. Et il va essayer d'obtenir les mêmes résultats que lui avec la régression linéaire sur que ces individus-là, pas sur tous les individus. Et donc là, il va dire, ah mais c'est pour ça. En fait, si j'avais enlevé par exemple ça, bah, c'était important pour toi. C'est comme si j'avais enlevé le copyright pour le cheval, bah, du coup, il aurait dit, je sais plus. Ou si j'avais enlevé les pixels des oreilles, bah, il aurait dit qu'il savait plus. Bah, peut-être que ces pixels-là étaient importants. Et en fait, c'est comme ça qu'il va se dire, mais c'est pour ça que tu as pris la décision. Ok. Et c'est là où bah, il va pouvoir dire que certains symptômes ont été plus importants dans la décision que d'autres. La deuxième méthode, c'est SHAP. Donc ça se dit bien SHAP parce que ça vient de Shapley Additive Explanation. Un an après, c'est le grand frère de Lime. Oui, j'aime les chats. Voilà. Donc du coup, je voulais montrer un exemple sur cette race de chat. Donc là, le but, c'était de prédire Egyptian cat, donc chat égyptien. Donc en rouge, c'est les pixels sur lesquels il s'est beaucoup focalisé pour prédire la classe, donc de manière positive, et en bleu de manière négative. Donc ce que ça veut dire, c'est ce qui était important pour qu'il décide que ce soit chat égyptien, c'est il a les oreilles pointues, il a un petit museau, et peut-être là, vous voyez le pelage, la forme de la queue. Et là, il a dit, ok, ça m'a aidé à dire que c'est chat. Donc là, on a mis, c'est une illustration de comment on aurait utilisé SHAP pour cet exemple. Et par contre, là, on voit qu'à l'arrière, l'arbre et la végétation, ça l'a pas, justement, ça a pesé contre le fait qu'il ait dit que c'est un chat. Alors moi, en tant que data scientist, je l'interprète sur le fait qu'on a beaucoup de data de chats en intérieur, alors que les chiens en extérieur. Et donc du coup, quand il a vu de l'extérieur, il a fait « Ouais, c'est peut-être un chien du coup ». Et vraiment le petit doute, quoi. Et donc du coup, il a fait « Pour info, j'avais un petit doute là-dessus, quoi ». Donc SHAP, ça a une stabilité de calcul, donc c'est des formules mathématiques avérées, posées, qui sont stables, qui ne bougent pas. Ça marche avec tout type de données, donc les images c'est des données, c'est des pixels, donc en fait ça marche avec tout. Et par contre ça a des temps de calcul plus importants. Vous imaginez que pour chaque pixel je dois calculer des valeurs de Shapley, bah, c'est un peu long quoi. Donc ça rajoute un peu une surcouche. Comment ça marche? Là aussi c'est pas magique, mais par contre je vais pas faire pixel par pixel, sinon on va passer 2 ans. Là je vais faire des groupes de pixels, donc c'est des super pixels. Je vais faire 3 groupes de pixels qui m'arrangent, évidemment. Je vais faire un groupe de pixels, c'est le fond de l'image. Là, le petit chien dans la couverture en mode E.T. Le deuxième, c'est la couverture. Et le troisième, c'est la tête du chien. Le but, c'est qu'il trouve chien. Ça, c'est la classe cible. Comment il marche? Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer les valeurs de Shapley pour chaque caractéristique. En gros, il va enlever des classes, enlever des groupes, donc là des super pixels, juste à temps de voir à quel moment il dit plus chien en fait. Donc là je vais enlever le fond, je vais garder la couverture et le chien, et il va dire chien. Ça veut dire que l'info elle est sûrement dans les deux là. Puis je vais enlever la couverture, le fond, il va toujours me dire chien. Je vais, ok, donc nous on comprend qu'il se passe un truc. Et là j'enlève la classe 3, le chien, et il dit plus chien. Il fait ah, c'était peut-être là-dedans. Donc ça je vous montre avec les super pixels, mais avec les pixels c'est pareil. J'enlève des pixels, il dit plus l'info. J'en remets, il dit que c'est bon. Donc ça veut dire que ces pixels étaient super importants pour sa prise de décision en fait.
Et en fait, c'est comme ça qu'il va trouver la classe gagnante, en fait, en enlevant et en remettant pour un peu essayer d'aller à la limite de ce que peut faire le modèle. En fait, nous, le saint graal du coup de l'IA explicable, ce qu'on aimerait faire, c'est du coup pas pour un individu, parce que là c'est pour une image de chat ou une image de chien qu'on a l'explication pourquoi il a choisi. Moi, je veux que pour tout le monde, ils me disent bah oui, de toute façon pour moi un chien c'est ça, donc c'est comme ça que je sélectionnerai. Donc c'est-à-dire qu'on ait une explication globale pour tous les individus et qui soit agnostique au modèle en plus, hein, voilà. Donc qui s'applique sur tous les modèles. Alors j'en ai trouvé une, mais elle est vieille en IA, elle date de 2000. Elle s'appelle PDP pour Partial Dependence Plot. Cette méthode du coup elle est globale, donc elle explique pour tous les individus de la classe et elle est agnostique à un modèle. Donc là, ça c'est l'évolution de la location de vélos. Donc plus la température augmente, plus les gens louent des vélos. Plus l'humidité augmente, moins les gens louent des vélos. Jusque-là, tout va bien. Et en fait, comment je pourrais avoir un modèle qui me montre un peu cette covariation entre les deux. En fait, un truc, si je demande avec cette température, cette humidité, combien tu prédis de location de vélo, en gros. Vous allez me dire, bah là c'est facile avec les cours, mais si je veux avoir un modèle vraiment clé en main. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule les dépendances partielles. Et donc là, vous voyez, ça fait un peu comme si vous faites de la randonnée, un peu des lignes de niveau en rando. Et en fait, on peut voir que, ok, il a prédit qu'il y avait tant de vélos qui étaient loués parce qu'on était entre une température de 20 et on était à une température de 20 et une humidité de 0,6 par exemple. Et en fait, on voit un peu les zones où il aurait prédit cette location de vélo et en fait, comment il s'est construit. Donc là, on a modélisé comment notre algo d'IA, il prend la décision. Ça, il n'existait pas avant qu'on crée. Donc, on avait des données, on ne savait pas comment ça fonctionnait. On a fait un algo d'IA qui nous donnait des résultats. On avait des résultats, mais on n'avait pas l'explication. Et là, on a modélisé comment il fonctionnait. Et du coup, c'est une méthode globale qui ne dépend pas du modèle. Elle s'adapte à une grosse volumétrie. Le problème, c'est qu'elle fonctionne principalement avec des données numériques et peu de caractéristiques. Là, on est en 2D. En 3D, ok. En 4D, si vous savez faire, vous m'appelez. Hein, voilà, c'est un peu chaud quand même en termes de dimension. Et donc du coup, là, on est un peu limité parce que c'est un peu on veut un modèle qui fait pour tous les modèles, qui soit trop fort. Bon, ça n'existe pas en IA. Donc là, les méthodes sont assez limitées pour expliquer globalement. En fait, moi, j'ai été gentille quand je vous ai juste montré l'image d'un neurone. Pour ceux qui sont dans le métier, vous allez dire, ah, putain, elle est sympa, hein, parce que en vrai, c'est horrible l'IA. C'est pour ça que c'est un métier. Ne le faites pas, arrêtez. En fait, dans la réalité, on parle de deep learning parce que on n'a pas un neurone, il y en a des millions qui sont interconnectés entre eux ou pas, qui forment plusieurs couches. C'est-à-dire qu'il y a entre l'entrée et la sortie, il y a plusieurs zones de neurones. En fait, il n'y a pas qu'une entrée, une sortie. Il y a une entrée, des neurones, une sortie. Des millions, milliards de paramètres. Quand je vous ai dit, là, pour notre crédit immobilier, il fallait trouver A et B. Donc, en fait, c'est 2 paramètres. Quand vous voyez des Mistral 7B, c'est Mistral 7 milliards de paramètres. 7 milliards de A et B à trouver. Voilà. Et en plus, c'est un petit Mistral. Hein, là. Donc, ça vous montre le truc il est fat quoi, et voilà, il est costaud, il demande beaucoup de ressources et en vrai c'est ça qu'on utilise. C'est ça qui est utilisé en entreprise. Donc en gros ça c'est pour l'image, donc ça c'est un CNN, c'est pour l'IA pour les images, et ça c'est un transformer génératif, c'est pas le robot voiture là, c'est ce qui est utilisé pour les LLM. Et ça c'est pas juste des sommes pondérées, en plus d'avoir des milliards de choses, il y a des tangentes, des sinus, des trucs horribles qui s'activent, qui se désactivent, bref, des trucs qui reviennent en arrière. C'est ça l'IA. Et c'est ça le deep, parce qu'on est en profondeur, donc c'est pour ça qu'on fait du deep learning, l'apprentissage profond. Et on essaye de retrouver les valeurs de ces 7 milliards de paramètres. Et du coup, on se dit, quand on a des algos horribles comme ça, comment on fait l'IA explicable? Alors, l'IA explicable, du coup, c'est... on s'appuie beaucoup sur du visuel. Je vous en ai parlé. C'est quelque chose, c'est pour que nous, on comprenne ce qui se passe. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est un outil de Google qui s'appelle Stilex. C'est un outil de vise. De pourquoi l'algo a pris cette décision. Qu'est-ce qu'il va faire Stilex? En gros, on va lui donner une image en entrée, un chat comme d'habitude avec moi, et du coup, il va nous faire un top des 8 attributs
qui lui a permis de dire c'est un chat. Mais lui, il ne sait pas ce que c'est derrière attribut 1, 2, 3, 4, 5. Et on n'a aucune idée. Il dit juste ça m'a été utile. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un curseur qui va nous permettre d'augmenter les attributs. Quand on augmente les attributs, il va faire de l'image, enfin de l'IAGène d'image. Donc il va régénérer une image avec cette valeur d'attribut qu'on a modifiée. Et nous, en voyant l'image modifiée, on va pouvoir se dire « Ah, mais en fait, là, quand l'attribut 5, ou l'attribut 1 là, qui a aidé, c'était les oreilles, le fait qu'ils soient pliés ou pointus. Là, c'était la rondeur des yeux, et plus on allait loin, à un moment donné, il n'aurait pas pu prédire que c'était chat. » Et du coup, en fait, c'est nous-mêmes, on va obtenir l'explication grâce à un outil visuel de pourquoi il a pris cette décision. Et donc derrière, c'est assez récent parce que ça utilise la génération d'images. Un autre exemple. Donc là, j'ai pas de buzzword. Je suis désolée parce que c'est sorti il n'y a pas longtemps. Donc c'est mise à l'échelle de la monosémanticité. C'est horrible comme terme. C'est scaling monosemanticity en anglais. En gros, c'est l'équipe Anthropic, donc AWS, et c'est sur leur réseau Claude 3, donc c'est un LLM. Ils ont essayé de voir comment on pouvait y expliquer les LLM, les algos d'IAGène de texte. Et ce qu'ils ont fait, donc là vous dites, j'ai rien compris à cette phrase, avec des sparse auto-encoders en plus. En gros, quand on veut expliquer l'IA, il faut qu'on utilise des algos simples. Lime, c'était des régressions linéaires, donc il faut qu'on reste dans quelque chose de très simple, parce que sinon, plus on complexifie, moins on comprend ce qu'on fait. Donc si on utilise une boîte noire pour expliquer une boîte noire, on n'est pas sorti du truc. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à montrer qu'on pouvait extraire des concepts dans leur algo. Et je vais vous montrer. Et cette slide, en fait, elle résume un peu l'état de l'explicabilité pour les LLM en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? En gros, ils ont réussi à montrer que leur algo, leur LLM, il avait des concepts. Il disait pas des trucs au hasard, ouais, c'est super, je mets les mots à la suite des autres. Et en fait, ils ont réussi à montrer qu'il avait bien acquéri, il avait bien compris les concepts. Et que ces concepts, ils n'étaient pas ambigus. Pour lui, si je te disais, ouais, le Golden Gate Bridge, il a combien de pieds, et combien de bras, il va dire, non mais c'est un pont en fait. Voilà, qu'est-ce que tu me racontes? C'est un concept, je sais ce que c'est. C'est pas une personne. Et du coup, ce qu'ils ont réussi à montrer, ce qui est assez fou parce que c'est des gros modèles, c'est que en tout ce qui est rouge, c'est tous les mots associés à ce concept. C'est pas, ils avaient une plus grosse probabilité, du coup ils sont sortis. Non, c'est comment il a réussi, autour du Golden Gate Bridge, à montrer, oui, le Golden Gate Bridge, c'est associé au concept bridge, golden, c'est associé à San Francisco, là je flex un peu parce que je parle japonais, c'est associé aux USA, c'est marqué America, il a tout ça en tête. Et en fait, il s'est vraiment conceptualisé, donc ils ont utilisé des sparse auto-encoders, ils ont montré qu'ils pouvaient isoler des concepts clés. Pas beaucoup, mais ils pouvaient en isoler des concepts clés. Et en fait, je ne vais pas dire ils comprenaient, c'est de l'informatique, mais vraiment, il y avait notion de ces concepts. Et là, du coup, ils ont aussi voulu montrer sous forme d'image. Là, c'est pas juste, vas-y, génère-moi le Golden Gate Bridge, s'il te plaît. C'est pas ça qu'il faut retenir de ces images, c'est tout ce qui a été associé autour comme concept qu'il a associé au Golden Gate Bridge. En fait, pour lui, ça avait du sens de renvoyer ça. En fait, c'est un peu d'anthropomorphisme quand je parle de l'IA. Du coup, est-ce que c'est possible d'expliquer l'IA? Parce que je vous ai parlé, je vous ai un peu présenté des algos, je vous ai dit la difficulté de certains algorithmes qui étaient quand même assez costauds. Bon, pas de chance pour vous, moi je suis normande, j'ai envie de vous dire peut-être ben que oui, peut-être ben que non, mais je vais un petit peu plus détailler quand même. Pour moi, on progresse. Clairement, on va vers une bonne direction. Ça, c'est le nombre de papiers publiés en XAI. En fait, il faut additionner les 3 cours parce qu'il y a plusieurs champs de compétences. Ça dépend de... Donc, Related to Computer Vision, c'est sur les images. NLP, c'est sur le texte. Et Other, c'est sur tous les autres types de problèmes. Vous voyez qu'on a augmenté. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Des trucs qui sont arrivés, qui ont un peu mis la pression aux gens. Déjà, le RGPD, le règlement sur la protection de données personnelles. En fait, on s'est rendu compte que les gens, ils utilisaient de l'IA avec des données perso. Et qu'en fait, on ne savait même pas ce qu'ils faisaient avec ces données. Non, il ne faut pas faire ça. Donc du coup, dès qu'il y a eu l'annonce de la RGPD, vous voyez qu'il y a eu, oups là, les gens ont paniqué. Donc ils ont commencé à publier de plus en plus des papiers. Et maintenant,
il y a eu l'AI Act qui a encore plus fait en fait, accélérer ce pic dans la publication de nouvelles méthodes, de nouveaux algos, de comment on fait pour comprendre ce qu'on fait. En fait, le goal ultime, et ce qui est déjà possible, c'est d'avoir ça. Alors, pour info, ça c'est une prédiction sur est-ce que je peux avoir mon crédit ou pas. Bon, vous voyez que la demande, c'est marqué, votre demande a été refusée. Bon, c'est mon goal. Moi, j'aimerais bien avoir mon crédit, mais ça, c'est mon goal en IA, en tout cas. C'est d'avoir une explication de pourquoi j'ai pas eu mon crédit. Donc, ça me dit, bah, en fait, vous avez eu ces transactions, c'est des trucs bancaires, hein, vous avez eu ces transactions qui se sont opposées à l'obtention du crédit, et vous avez eu cette variable qui a favorisé votre obtention du crédit. En fait, là, j'ai pas eu les poids, j'ai pas eu à quoi il ressemble le modèle. Moi, je m'en fous. En tant que utilisateur, j'ai eu l'explication de pourquoi j'ai pas eu mon crédit. J'ai eu toute la partie explicabilité. Et après, ils me disent même comment modifier ce choix. Bah, vous pouvez faire ça, c'est des trucs bancaires, en gros, vous pouvez arrêter de dépenser 1000 balles par mois pour rien. Et donc du coup, ok, bon, j'avoue, c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu mon crédit. Et en fait, là, j'ai une explication de pourquoi l'IA a pris cette décision. Et ça répond aux exigences de l'AI Act. Mais en fait, j'ai pas fait un retour futur passé en vous montrant ça. Je vous ai juste, ça a été fait dans un hackathon pour l'ACPR, c'est une filiale de la Banque de France en 2021, où ils ont utilisé des algos d'IA explicables et ils ont sorti cette interface. Donc c'est pas inatteignable, hein, ça existe, même l'obtention de crédit, c'est un truc vieux comme le monde. Donc du coup, bah, les algos, ils sont là, hein, ils sont prêts. Et ça répond à la loi européenne de l'AI Act. Bon, ok. Et là, je me suis dit, bon, on va faire un petit état des lieux. Est-ce qu'il y a ça? Parce que let's go, il y a des algos qui sont mis en place, il y a tout. On en a de l'explicabilité. Du coup, moi, j'ai demandé, décris-moi cette image. Ce chat est horrible, mais il est connu. En gros, c'est Herman. Ce chat est super connu parce qu'il est trop bizarre. Et du coup, je lui ai dit, décris-moi cette image. J'en ai fait exprès. Je n'ai pas dit, décris-moi cette image de chat. J'ai dit très peu d'infos. Et là, il me sort un truc, il me dit ouais, c'est un chaton aux yeux bleus. Ah bon, bon déjà, non. Et il me dit c'est grands yeux bleus, nana. La taille du chaton, je sais pas, bref. Il me dit autre détail. Malheureusement, je ne peux pas lire le texte présent dans l'image. Je lui ai pas mis de petit. Il a voulu s'appuyer sur un petit copyright et tout. Et non, pas de chance. J'en ai fait exprès. Et du coup, ce qu'il a fait, bah déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait un reverse search sur l'image. Il a rien appelé derrière. Il a juste fait un reverse search. Donc, il a appelé un autre algo pour faire un reverse search parce que dans les liens d'explication de pourquoi il avait cet article, bah, je suis tombée sur des liens chinois parlant d'Herman où là, dans ces articles, il disait qu'il avait les yeux bleus. En fait, il a juste récupéré les infos d'ici. Et lui, il regarde pas l'image. Hein. Il n'y a pas d'algo de classique. Hein. Il lui a envoyé un autre truc qui a fait un reverse search pour trouver des articles qui parlaient de lui. Donc déjà, voilà. Donc explicabilité 0. Et ensuite, je lui dis, mais comment tu sais que c'est un chat? Franchement, je ne sais pas si vous avez lu l'abstract, je m'attendais à ce qu'il me dise, c'est un chat parce qu'il a des oreilles, machin et tout. Pas du tout. Il me dit, en fait, je ne peux pas voir l'image que vous m'avez envoyée. Je suis basé là sur la description fournie dans votre message. Quelle description, poteau? Il n'y a rien, en fait. Et si vous avez d'autres questions, bon, voilà. En fait, il m'a totalement bullshit. De base, il m'a menti. En plus, il a dit que c'était moi qui avais fourni la description. Donc, en fait, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explicabilité sur ce que vous utilisez. Donc là, c'était faux. Ensuite, sur l'interprétabilité, donc explicabilité pour les gens non-tech, interprétabilité, intérieur du réseau, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on comprend ce qu'on fait, nous, les data scientists? Donc déjà, on avait des trucs comme ça. Et on voyait que les modèles à l'état de l'art, ils étaient disponibles, documentés. L'IA, c'est top parce qu'il y a beaucoup d'open source. C'est vraiment, à l'époque même, il y avait beaucoup d'algos d'IA qui étaient en open source, même utilisés dans des entreprises qui sont des algos d'open source, documentés, détaillés. Les chercheurs, ils sont au top là-dessus en IA. Mais c'était déjà super difficile pour nous de comprendre ce qui se passait. Il y a eu une difficulté de mettre la main et de vraiment comprendre à la maille très fine ce qui se passe. Puis ensuite, il y a eu ces trucs-là. Ça, c'est sorti il y a un peu 3 semaines, 1 mois, sur à quel point, déjà, c'est documenté, est-ce qu'on comprend le code, déjà, publiquement. Voilà, vous voyez, tout est rouge, on ne comprend rien, il n'y a pas l'archi, il n'y a pas le code, il n'y a pas le papier, il y a R. Donc, du coup, ça, hop, c'est foutu. En fait, il y a eu vraiment une mainmise sur cette partie-là d'IA. Puis, il y a eu d'autres acteurs qui, eux, ce qu'on est sûr, c'est qu'ils savent ce qu'ils font à l'intérieur, ce qu'ils savent à la maille très fine, puisqu'ils le montrent dans des conférences, pas de façon très détaillée, je vous l'avoue, mais parce que c'est leur business aussi, mais ils montrent en fait qu'ils savent bien maîtriser et qu'ils ne font pas de la brute force pour avoir des choses performantes.
Et il y a des modèles open source qui existent, ils sont moins puissants que l'état de l'art, mais ils existent. Donc l'interprétabilité, en tant que data scientist, on est perdu. Voilà. Pour vous dire, ça fait depuis longtemps que on ne sait plus trop ce qui se passe dans le modèle et on voit le truc grandir, on fait bon, très bien. Moi, ça c'est ma prédiction humaine, et je vais arrêter de parler comme une IA à un moment donné. Bon, ma prédiction, mon avis perso, c'est que l'IA, ça fait que d'augmenter en complexité. Par contre, l'IA explicable, elle aussi, et à coup de réglementation, comme un petit fouet sur l'IA, on va un peu fermer ce gap entre le domaine non explicable et le domaine explicite. Et là, nous, on est là, au tout début des réglementations, et on voit le truc monter, on fait « Oh, on commence à paniquer ». Et il y aura toujours cette partie explicable, pas explicable. Donc, petit récap, je vous laisserai un petit peu de temps après si vous voulez pour prendre des photos, parce que là j'ai que 5 minutes, je vais me faire zigouiller par les gens de devant. Alors, les bonnes pratiques en IA. Si vous utilisez des algos d'IA complexes, quand je dis complexe, c'est dès que vous traitez des images, dès que vous faites du deep learning, si vous ne faites pas juste des régressions linéaires, c'est complexe. Des LLM, c'est complexe. Mais que la décision elle est non critique. Est-ce que c'est une photo de chat? Voilà, bon, c'est bon, on n'est pas sur une tumeur ou des trucs comme ça un peu critiques. Du coup, l'interprétabilité selon l'AI Act, elle est optionnelle. En fait, votre but pour vous, ça va être de maîtriser le maximum de briques pour améliorer le modèle et vous différencier des concurrents. Par contre, l'explicabilité, elle aussi, elle est optionnelle. Il faut informer l'utilisateur des hallucinations et se tenir à jour des nouveautés en XAI. Mais en fait, vous n'avez rien forcément à fournir, c'est juste bien pour vous, bien pour vos équipes, bien stratégiquement. Vous êtes un peu plus libre là-dessus. Si par contre, là, bon, vous avez des algos d'IA simples, c'est basique. Une obtention de crédit, c'est basique, ça se base, c'est simple normalement, sauf si vous avez raté un truc. Mais vous utilisez des décisions critiques, obtention d'un crédit, c'est critique, c'est en fait tout ce qui est critique, c'est ce que l'IA Act considère comme des systèmes d'IA à haut risque, c'est dès qu'il y a des données personnelles dedans. C'est bien, l'interprétabilité elle existe déjà parce que vous avez des algos d'IA simples, donc normalement c'est très simple à mettre en place, vous mettez un lime, un chap, hop, et ça part. Et en plus, vous mettez en conformité auprès de l'AI Act, donc on a dépouillé l'AI Act avec un juriste, donc c'est l'article 11 et l'article 13, il faut mettre une notice technique pour vos devs déjà, une notice d'utilisation et au minimum un blueprint du modèle. Et l'explicabilité, elle est obligatoire, donc ça c'est pour le client. Elle est obligatoire, et il existe des algos. Let's go. En fait, vous devriez ajouter de l'explicabilité, informer les clients sur la décision prise, en transparence en fait, parce que sinon il y a l'IA Act qui va vous retoquer quand elle sera vraiment appliquée. Et là, l'autre cas, c'est quand vous utilisez des algos d'IA complexes, des ChatGPT-like, et vous faites des décisions critiques, donc vous utilisez des données personnelles. Moi, j'ai qu'un conseil, c'est ne faites pas, en fait. En gros, je ne peux pas vous dire, être devant vous ici et vous dire, let's go, allez-y, et puis on verra si l'AI Act va vous tomber dessus. Non, en fait, moi, ce que je vous dis, c'est que plus vous avez des algos d'IA complexes, plus il vous sera difficile de vous mettre en conformité pour l'AI Act. Et si c'est difficile de vous mettre en conformité pour l'AI Act, le faites pas. Parce qu'en fait, c'est des exigences qui sont attendues de transparence sur les algos. Sinon, c'est la casse-prison. On aime ça, c'est soit 30 millions d'euros d'amende ou 6% du chiffre d'affaires, le max entre les deux. Le max entre les deux. Voilà. Donc, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut et qu'on veut éviter. En fait, c'est ça que je veux que vous repartiez comme ça avec cette idée de si vous utilisez l'IA, il y a des conséquences derrière, surtout si c'est des données personnelles. Et si vous pouvez mettre des choses en place, utilisez pas un bazooka pour tuer une mouche, quoi. Et pour récap, du coup, je vais tout dérouler comme ça, vous allez prendre les photos, hop, hop, voilà. En gros, bravo, déjà merci d'avoir fait cette conf parce que connaître l'existence de l'IA explicable, c'est déjà un premier pas vers une IA éthique et c'est super. Ça viendra de nouveaux algos, des trucs plus simples à utiliser. Vous voyez, ChatGPT, c'est vraiment venu, c'est vraiment une technique, qui est, des algos qui sont venus, une interface qui est venue, une façon d'utiliser très simple l'IA. Et en fait, pareil, l'IA explicable, je pense qu'il y aura plein d'outils beaucoup plus simples qui viendront en place, qui se mettront en place. Donc, patience, ça va venir. Les petites lois vont un peu bouger les fesses des gens qui vont développer ça, vous inquiétez pas. Et finalement, ma réflexion de fin, c'est
pour une IA d'exception, est-ce que des fois, c'est pas cool de rester dans la boîte noire? Est-ce qu'on a besoin de vraiment tout comprendre ce qu'on fait? Pour des choses, bon, pour les tumeurs et tout, j'avoue que c'est un peu l'équivalent de développer un médicament dans son garage. Bon, j'avoue, moi, j'aimerais pas tenter. Mais pour savoir si, pour générer une image de chat, voilà, pour tous les trucs un peu cool, un peu autres en fait, pas critiques. Bah, est-ce que c'est pas bien de pas trop comprendre ce qu'on fait et de laisser libre cours à l'IA, à nous d'expérimenter l'IA et de s'amuser avec, quoi. Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. On est un peu juste pour les questions. Je propose que si vous voulez interagir, vous... Oui. N'hésitez pas à mettre votre avis dessus. Et si vous avez des choses négatives à me dire, mettez bien votre adresse, votre nom, prénom, et je vous retrouverai. Merci. Merci.